L'heure du mystère. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, nous vous présentons ce soir, réalisé par Georges Godbert, une histoire de Jean Volmier, Rien d'autre à signaler. Sur le quai numéro 7, Mesdames, Messieurs les voyageurs, pour Sarrebruck, Mayence, Francfort, en voiture, s'il vous plaît. L'Express... Si vous permettez, monsieur l'inspecteur, je vais fermer la fenêtre. Attention au départ. Sinon, nous n'arriverons jamais à nous entendre. Fermez les portières. Je vous en prie, monsieur Forestin. Attention au départ. Voilà. Oh, quel vacarme. Ouais. Bon, revenons à notre affaire. Votre collègue, Jacques Revez, avait-il l'air inquiet? Oh, inquiet n'est peut-être pas le mot, non? Plutôt agacé. Pensez, ça fait au moins le 10e coup de téléphone anonyme qu'il recevait au bureau en l'espace de quelques jours. Anonyme. Savez-vous si ce correspondant anonyme a proféré des menaces? Je l'ignore. Comme je vous le disais il y a un instant, Revez ne se livrait guère. Oui. Mais lorsque vous parliez de ces coups de téléphone, vous deviez tout de même échanger des idées, des opinions, monsieur Forestin. Oh, ça durait quelques secondes. Des réflexions du genre... je me demande quel but il poursuit ce cinglé. Et vous n'avez pas manifesté plus de curiosité, monsieur Forestin? Vous savez, avec Revez, nos conversations étaient plutôt réduites. D'ordre professionnel uniquement. Alors, à vos âges, vous n'échangiez que des propos de bureau. Monsieur l'inspecteur, Revez était un garçon extrêmement sérieux. Même trop sérieux pour ses 23 ans. Enfin, à mon goût, du moins. Par conséquent, vous ne savez même pas s'il y avait une femme dans sa vie. Oh là là, mais il n'a jamais été question de femme dans nos conversations. Bon, il nous arrivait de parler d'un examen qu'il préparait dans le cadre de la SNCF pour obtenir un poste supérieur, mais ça ne dépassait jamais ce stade. Pas très gai, en somme, votre collègue. Mais pas triste non plus. Non, il était très sérieux. Oui, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Non, il donnait l'impression d'un garçon qui voulait arriver, se sortir de son milieu, et assez modeste. Alors, rien d'autre à me signaler à son sujet, monsieur Forestin? Sincèrement, non, monsieur l'inspecteur. Oh, je vous remercie. Si, par hasard, vous vous souveniez d'un fait particulier, monsieur Forestin, on ne sait jamais, hein? Passez-moi un coup de fil à la PJ. En ce qui me concerne, je peux toujours vous joindre à la gare aux heures de bureau? Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Parfait. À bientôt, peut-être. À bientôt. Alors, Marty, cette enquête toujours au même point? J'ai l'impression d'être dans un tunnel, monsieur le commissaire. Que ce soit à son travail ou dans son quartier, tous les renseignements que j'ai obtenus sur ce garçon sont bons. Je dirais même excellents. Et du côté féminin, toujours rien non plus? Non, une existence de moine, apparemment. Ça me paraît plutôt curieux pour un garçon de son âge. Moi aussi. Mais pour l'instant, nous n'avons rien découvert. S'il n'y avait pas eu tous ces coups de téléphone anonymes, on pourrait envisager l'hypothèse d'un crime gratuit commis par un déséquilibré, un maniaque ou un sadique. Mais ils existent, ces coups de téléphone. Alors, par conséquent, c'est sûrement un meurtre prémédité. Marty, au fait, vous avez le rapport du médecin légiste? Oui, monsieur le commissaire. Voilà. Merci. Le poignard est entré entre les deux côtes à la hauteur du cœur et la lame y a pénétré jusqu'à la garde. Hémorragie. La mort a été instantanée. Des empreintes sur le manche, je suppose. Oui, mais pas du tout celles qu'on attendait. C'est-à-dire? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont les empreintes de la victime. Quoi? Eh oui, monsieur le commissaire.
Ah, vous n'allez tout de même pas me dire que Jacques Revez s'est suicidé? C'est ce que voulait faire croire l'assassin, puisque il a essuyé ses empreintes et qu'il a fait imprimer sur le manche du poignard celle de la victime. Ouais. Oui, évidemment, c'est assez classique, ça. Moi, en tout cas, je ne crois pas au suicide. Hein. Il y a trop de faits troublants. Sur les lieux du crime, on a découvert 3 sortes d'empreintes de chaussures différentes. 2 d'hommes et 1 de femme. Ça fait beaucoup pour un suicidé, à moins qu'il ait convoqué des spectateurs. Hein. D'autre part, le cyclomoteur de la victime se trouvait à environ 20 mètres de l'endroit où gisait le corps. Si Revez avait eu envie de se suicider, pourquoi l'aurait-il abandonné si loin? Enfin, l'identité judiciaire a relevé 2 sortes d'empreintes de pneus dans ce secteur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les meurtriers n'ont pas pris beaucoup de précautions. Ils ont dû être surpris au moment du crime et ils ont pris la fuite précipitamment. Mais dans cette hypothèse, Marty, comment expliquez-vous que ce témoin inopportun ne se soit pas manifesté d'une façon ou d'une autre? Hein? Ne serait-ce que par une lettre anonyme. Oui, je me suis également posé la question. Peut-être tout simplement la peur d'être mêlé à une affaire criminelle. Et du côté de la mère de la victime? Des larmes. C'est à peu près tout. Elle ne comprend pas. Bien entendu, son fils lui a jamais parlé de femme. Non. Pas plus causant à la maison qu'au bureau. Eh ben, ça promet. Commissaire Simon Poli, j'écoute. Bon, d'accord, je vous l'envoie. C'est Laurent qui vous demande de monter au sommier. Il aurait, paraît-il, trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Dans le cadre de notre affaire? Bah, évidemment. Bon, j'y vais. À tout à l'heure, patron. C'est ça, à tout à l'heure, mon vieux. Alors, Laurent, il paraît que tu as découvert l'Amérique? Pas l'Amérique, mais un petit quelque chose qui pourrait peut-être t'aider. Ah, de quoi s'agit-il? Ton Revez. Est-ce que tu savais qu'il avait eu un accident de voiture il y a 3 semaines? Ben non. Et qu'il avait sérieusement amoché une bonne femme? Ah ben ça... Note que ce n'était pas de sa faute. Ses freins avaient lâché dans une descente. Mais la femme n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Quel rapport? Et si son mari était le mystérieux correspondant anonyme? Au point où j'en suis, je peux bien essayer cette piste. De toute façon, ça ne t'engage à rien. Monsieur, vous désirez? Monsieur Raymond Rice? Oui, c'est moi. Officier de police judiciaire Marty. Ah, c'est au sujet de l'accident de ma femme. Oui, Entrez, je vous en prie. merci. Monsieur Rice, Oui. avez-vous des nouvelles récentes de votre femme? Hier soir encore, j'étais à son chevet. Il faudrait un miracle pour qu'elle s'en tire. Elle est toujours dans le coma. Qu'en pensent les médecins? Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas très optimistes. Je compatis sincèrement au malheur qui vous frappe. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur. Ces jeunes gens se sentiraient déshonorés s'ils ne roulaient pas toujours à 100 à l'heure. Ils n'étaient tout de même pas responsables de ces freins qui ont lâché. Allons, monsieur l'inspecteur, quand on a une voiture, on la vérifie. On la maintient en bon état de marche. Mes freins n'ont jamais lâché parce que je m'en occupe de ma voiture. Seulement, les jeunes, eux, ils s'en foutent. L'important, c'est qu'elle roule, leur bagnole. Même si elle est un danger public. L'assurance paiera, n'est-ce pas? Mais son assurance me rendra-t-elle, ma femme? Voyons, monsieur Rice, vous ne pouvez tout de même pas continuer à vivre avec cette haine au cœur. Oh, je voudrais bien vous voir à ma place. Comment ne pas vivre avec la haine au cœur dans de telles conditions? Même par-delà la mort? Que voulez-vous dire? Comment? Vous ne savez pas que Jacques Revez est mort? Il est mort? Vous ignorez qu'il a été assassiné? Assassiné?
Pourtant, les journaux en ont suffisamment parlé ces derniers jours. Oh, si vous croyez que je lis les journaux, je passe mon temps à l'hôpital. Enfin, vous ne savez pas qu'il a été poignardé? Et non. D'ailleurs, monsieur Rice, même sans lire les journaux, vous auriez pu l'apprendre par des voisins ou par votre famille, ou des gens qui auraient fait le rapprochement entre sa mort et l'accident de votre femme. Non, personne ne m'en a parlé. Oh, même pas les commerçants que vous connaissez? Et non. Je m'excuse, monsieur Rice, mais une telle situation me paraît tellement invraisemblable. Que voulez-vous dire par là, monsieur l'inspecteur? Je trouve pour le moins curieux que personne autour de vous n'ait été appelé à vous parler de ce crime, alors que la victime est précisément ce garçon qui a écrasé votre femme. Eh bien, c'est comme ça. Et c'est tout l'effet que ça vous fait d'apprendre une telle nouvelle. Oh, vous voulez tout de même pas que je pleure sur le meurtrier de ma femme, non? Monsieur Rice, je crois que la douleur vous égare. Mais voilà près de 3 semaines que je ne dors pratiquement plus. Et il faudra encore que je m'apitoie sur son sort. Mais avec des raisonnements pareils, on peut aller très loin, monsieur Rice. Plutôt plus jusqu'au cimetière. D'ailleurs, dans une situation comme la mienne, c'est encore là qu'on est le mieux. Tenez là des propos bien curieux. Mais vrai. Au point où j'en suis, la mort ne me fait pas peur. Celle des autres non plus, sans doute. Ça veut dire quoi cette remarque, monsieur l'inspecteur? Dans l'état d'esprit où je vous trouve, je suis en droit de tout imaginer. C'est ça. Accusez-moi maintenant d'avoir tué Revez. Vous ne seriez pas le seul à vous être vengé de la sorte. Eh bien, pensez ce que vous voulez. Monsieur Rice, je vous conseille d'être plus prudent dans vos déclarations. Je commence maintenant à comprendre pourquoi vous êtes venu me voir. Revez est mort. Il a presque tué ma femme. En conséquence, il n'y a que moi qui puisse être son meurtrier, n'est-ce pas? Allons. Alors dites-le. En tout cas, vous êtes le seul, jusqu'ici, à avoir un mobile. Ah, si tous les gens qui pensent avoir de bonnes raisons de tuer passaient aux actes, il en faudrait des cours d'assises. Monsieur Rice, nous reprendrons cette conversation quand vous serez plus calme. Et sans doute ailleurs. Quand vous voudrez, monsieur l'inspecteur. Et où vous voudrez. Je l'ai vu tout à l'heure. Je trouve jamais rien ici. Ah, vous n'avez pas l'air de bonne humeur, Marty. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y en a des choses qui ne vont pas, monsieur le commissaire. J'ai vu Rice ce matin. Rice? Ah oui, le mari de la victime de Revez. Bon, alors? Alors, je ne sais pas s'il se fout de moi ou s'il est cinglé depuis l'accident. Un suspect en perspective? Non, je ne vais pas jusque-là, mais tenez-vous bien, il prétend ne pas être au courant de l'assassinat de Revez. Ah bon? Avec tout le battage qu'en ont fait les journaux, moi, ça me dépasse. Il doit vraiment être le seul de toute la ville à l'ignorer. Bah, si vous avez des doutes, convoquez-le ici, ça l'impressionnera peut-être. C'est bien mon intention, mais avant, j'aimerais trouver quelque chose qui soit susceptible de le mettre en difficulté. Ah, faites tourner vos inspecteurs au milieu de ses relations ou de sa famille. C'est justement ce que j'étais en train de mettre au point quand vous êtes arrivé. Bon, eh ben alors je vous laisse à votre plan de campagne. Mais grouillez-vous un peu, hein, parce que les journaux commencent à se demander si on joue à la belote ou si on mène une enquête. Ah, ces journalistes, tous les mêmes. Le crime est à peine comique, on devrait déjà leur apporter l'assassin sur un plateau d'argent. Je voudrais les voir à notre place. Allez, courage, Marty. À plus tard, hein. Allô? Officier de police Marty, j'écoute. Ah bon? J'arrive. À tout de suite, madame. Oui, monsieur l'inspecteur. C'est en mettant de l'ordre dans ces affaires que j'ai trouvé cette carte postale. En fait, j'en ai même trouvé 2. Vous permettez, madame Revez, que je les examine? Affectueux souvenir de Biarritz, Paulette, 5 juillet. Et l'autre carte? Je pense à vous, Paulette, 8 juillet. Il ne m'a jamais parlé de cette Paulette. En cherchant bien dans vos souvenirs, ce prénom ne vous dit rien? Absolument rien. D'ailleurs, vous savez, il me parlait assez peu. Son examen, son bureau. Oh, tout le portrait de son père, un taciturne lui aussi. Mais ça ne vous étonnait pas, madame, qu'il ne parle jamais de femmes? Enfin, je veux dire de jeunes filles. Mais il était pourtant en âge de se marier. Oui,
estimait que pour se marier, il fallait d'abord avoir une bonne situation. Il m'a dit quelquefois qu'il ne tenait pas à connaître une vie comme la nôtre. En un sens, il avait raison. C'est pas drôle tous les jours de se marier très jeune et d'avoir des petits moyens. Il n'était tout de même pas à plaindre. C'est ce que je lui disais. Mais il estimait que c'était insuffisant. C'est qu'il avait de l'ambition, mon Jacques. Et tout ça pour finir comme il a fini. C'était bien la peine. Oh, vous le retrouverez, l'assassin, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Vous me le retrouverez. Excusez-moi. Mais il était tout pour moi depuis la mort de mon mari. Nous faisons l'impossible pour y parvenir. Mais nous n'avons guère d'indices. Au fait, Madame Revez, depuis l'accident, avez-vous eu des nouvelles de Monsieur Rice? De lui personnellement, non. Oh, par contre, des lettres de la compagnie d'assurance. Oh, ceux-là pour chicaner, ils s'y entendent. Je vous remercie, madame. Si vous permettez, je vais emporter ces cartes postales pour les faire examiner par nos services. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Alors, monsieur Forestin, ce prénom ne vous dit absolument rien? Non, rien du tout, monsieur l'inspecteur. Aucune femme n'a donc jamais téléphoné à Revez? Oh, si, bien sûr. Des collègues de la gare. Ah. Mais je n'ai jamais entendu prononcer le prénom de Paulette. Vous en êtes bien sûr? Ah oui, autant que je m'en souvienne. Et bien entendu, lui ne vous en a jamais parlé? Bon, lui? Parler de femme, ici? Oh non. En somme, un vrai moine, ce Revez. Hein? Ah ben, il faut croire, monsieur l'inspecteur, qu'il n'en avait pas tout à fait la mentalité, puisqu'une certaine Paulette lui a adressé son affectueux souvenir de Biarritz. Affectueux souvenir, ça sous-entend tout de même des choses, non? Oui. L'écriture ne vous dit rien non plus? Celle d'une collègue, par exemple? Vous permettez que je regarde à nouveau? J'en prie. Non, vraiment, ça ne me dit rien. Bon, je vais vous faire une photocopie de cette carte. Et si par hasard, on ne sait jamais, dans tous les rapports qui vous passent sous les yeux, vous tombiez sur quelque chose d'approchant, vous me feriez signe, monsieur Forestin? Bien entendu. Rien d'autre à me signaler? Non, je ne vois pas, monsieur l'inspecteur. Salut, Werther. Alors, officier de police judiciaire de mon cœur, on se décide enfin à venir donner à son ami journaliste des détails sur l'énigme du chêne brûlé? Tu feras de l'humour un autre jour, c'est pas le moment. Oh, on est de mauvais poil, comme toujours d'ailleurs. Mon pauvre vieux, depuis le lycée, tu n'as guère changé. Toujours aussi bougon et allergique à la plaisanterie. Je voudrais bien te voir à ma place. Je te fais de la publicité dans mon journal et tu n'es pas content? De la publicité de ce genre-là, je m'en passerai. Donne-moi quelque chose à me mettre sous la dent et je publie une anthologie complète de toutes tes réussites policières depuis que tu as l'honneur d'appartenir à la grande maison. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Bon, allez, annonce la couleur et on verra ce que je peux faire pour toi. La mère de Revez vient de découvrir dans les affaires de son fils 2 cartes postales signées Paulette, qui sembleraient prouver que le prénommé Jacques roucoulait un tantinet en dépit de sa réputation de garçon sérieux comme un pape. Non, mais fais voir ça. Tiens. Voilà. En effet, plutôt affectueuse, la petite. Je pense à vous quand je m'éveille. Mais pardon, je m'éveille trop.
Tu as remarqué qu'elle lui dit vous? Ou bien elle a de l'éducation, cette petite Paulette, ou alors nos tourtereaux n'ont pas... Enfin, tu me comprends? Du tout neuf, en somme. Bon, alors qu'est-ce que tu attends de moi? Un petit article sur 2 ou 3 colonnes dans le genre... vers un dénouement prochain de l'énigme du chêne brûlé, avec un point d'interrogation. La police est sur une piste sérieuse grâce à 2 mystérieuses cartes postales datées de Biarritz et signées Paulette. Non, mais dis donc, tu as raté ta vocation. Non, je t'en prie. C'est du journalisme que tu aurais dû faire et pas de la police. Et tu veux 2 ou 3 colonnes, rien que ça. Quelque chose qui attire l'attention, quoi. Oui, en somme, tu veux flanquer la trouille à la demoiselle des cartes postales pour l'attirer à la police. On ne peut rien te cacher. Et si tu mets de la sauce autour pour la faire réfléchir, ça pourra peut-être marcher. 3 colonnes. Ça vaut bien 2 apéritifs, non? Toujours l'esprit aussi mercantile. Tu mettras ça sur ta note de frais. Pour ce qu'elle est généreuse, l'administration. Compte sur moi. Demain, on pleurera dans les chaumières et je déclenche une crise de conscience chez ta Paulette qui se pointera à ton bureau dès la première heure, la corde au cou. Je n'en demande pas tant. Et comme c'est toi, je mettrai ça sur 4 colonnes si mon rédacteur en chef est dans ses bons jours, ce qui lui arrive pas souvent. Monsieur le commissaire? Dites donc, Marty, hein. On s'en paye ce matin de la publicité, hein. Oh. Sur 5 colonnes dans la locale, hein, s'il vous plaît. La mystérieuse affaire du chêne brûlé sur le point d'être éclaircie. L'officier de police judiciaire Marty sur une piste grâce à 2 cartes postales de Biarritz signées Paulette. Mais dites donc, au fait, pourquoi le chêne brûlé? Oh, rien. Un lieu dit de la région, une légende. Mais c'est là que le corps de Revez a été découvert. Ah oui? Ah bon, oui. Et maintenant, alors, vous attendez? Ouais, peut-être que la dite Paulette va mordre l'hameçon. Bon, si elle lit les journaux, hein, parce qu'elle est peut-être comme Rice. Tout de même, c'est curieux qu'elle n'ait pas donné signe de vie, car j'imagine qu'elle doit connaître la mort de Revez. Oui, enfin, à supposer qu'elle soit rentrée de vacances. On verra bien. À tout hasard, je vais essayer la même opération dans un canard de Biarritz et à la radio. Eh ben, c'est ça, c'est une idée. Tiens, à propos, j'ai 2 éléments nouveaux qui m'ont été fournis par Dumoulin. Oui? Selon toute probabilité, une des voitures dont on a retrouvé les traces près du chêne pourrait être une DS et l'autre une R6. Très bien. Les 2 voitures sont parties dans des directions opposées. L'une au nord de la ville et l'autre à l'est. Mais on a perdu leurs traces sur la nationale. Monsieur le commissaire, vous ne trouvez pas curieux que les complices ne soient pas venus dans la même voiture? Ils s'étaient peut-être donné rendez-vous. Possible. Enfin, c'est tout de même bizarre. Bon, vous disiez donc une R6 et une DS. C'est ça, oui. Je vais m'occuper de ça. Ainsi, Paulette, c'est vous. Oui, monsieur l'inspecteur. Vous auriez pu vous manifester un peu plus tôt. Je suis arrivée cette nuit de Biarritz. Et ce matin, j'ai lu le journal. Vous êtes arrivé comment? En voiture. Quelle marque? Une R6, pourquoi? Une quoi? Je viens de vous le dire, une R6. Excusez-moi, j'avais mal entendu. Bon. Alors, puis-je vous demander depuis combien de temps vous connaissiez Jacques Revez, mademoiselle Hermann? Depuis 6 mois environ. Comment avez-vous fait sa connaissance? D'une façon tout à fait banale. Ma voiture était garée à côté de la sienne, dans un parking, et je n'ai pas pu démarrer. J'étais en panne sèche. Monsieur Revez s'est proposé pour aller me chercher un jerrycan d'essence, et à son retour, comme il ne voulait pas que je paie, je lui ai offert l'apéritif. Et de fil en aiguille? De fil en aiguille, comme vous dites. Avant votre départ, il ne semblait pas préoccupé? Préoccupé? Pas tout à fait. Il semblait plutôt lointain. Vous avait-il fait part de projets précis vous concernant tous les deux? Vous voulez parler d'un mariage éventuel? Par exemple. Effectivement. Mais il attendait d'avoir réussi son examen pour avoir une meilleure situation.
Jusqu'à votre départ en vacances, était-il toujours dans les mêmes dispositions? S'il me paraissait plus distant, il n'a jamais remis nos projets en question. Vous ne vous étiez pas disputé avec lui? Non. Saviez-vous que sa mère ignorait votre liaison? Il comptait la mettre au courant après les résultats de son examen. Drôle d'idée. Peut-être craignait-il que sa mère s'imagine qu'il allait moins travailler si elle apprenait que nous nous fréquentions. D'ailleurs, c'était un garçon assez secret. Voilà au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord. J'ai toujours eu le sentiment qu'il avait un peu honte de ses origines familiales. Et vous-même, mademoiselle? Que faites-vous dans la vie? Étudiante en sociologie. Ah. Il me reste encore un certificat à passer. J'ai l'intention d'enseigner. Je comprends maintenant pourquoi il semblait accorder tant d'importance à son examen. Non, mais c'est ce que je comprends moins, c'est sa réticence à votre égard, peu avant votre départ en vacances. Vous ne l'avez jamais interrogé à ce sujet? Monsieur l'inspecteur, il est des questions qu'une femme ne pose pas à un homme. Surtout quand elle l'aime. Je ne voulais pas le brusquer, d'autant que je savais qu'il n'aimait pas tellement s'extérioriser. Et vous n'avez pas votre petite idée sur la question? Non. Vous paraissez hésitante. Mais non, monsieur l'inspecteur. C'était une impression. Excusez-moi. Autre chose. Vous arrivait-il parfois de lui téléphoner à son bureau? Oui, à plusieurs reprises. Et vous êtes toujours tombé sur lui? Non. Il m'est arrivé d'avoir son collègue de bureau. Souvent? Je ne sais pas, moi. 5 ou 6 fois. Vous est-il arrivé de lui donner votre nom? Oui, quand Jacques était absent, pour qu'il me rappelle. Êtes-vous allé chercher Jacques Revez à son bureau? Oui, mais je ne suis jamais montée. Je l'ai toujours attendu dans un café près de la gare. Ce collègue de Jacques Revez, l'avez-vous vu parfois sortir avec lui? Je ne me souviens pas. Autrement dit, vous ne le connaissez pas? Non. Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas. Pourriez-vous reconnaître sa voix au téléphone? Je ne sais pas, peut-être. Dans ce cas, nous allons essayer. Prenez l'écouteur. Allô? Allô? Monsieur Forestin? Oui? Oui, Jacques Forestin à l'appareil. Ici l'officier de police Marty. Ah, bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Dites-moi, avez-vous pu faire des comparaisons d'écriture? Oui, mais Alors? je n'ai rien remarqué de particulier. Ah. Bon, eh ben, tant pis. Si vous avez quelque chose à me signaler, appelez-moi immédiatement. Entendu, monsieur l'inspecteur. Au revoir. Alors, mademoiselle Hermann? C'est-à-dire que maintenant, il me semble que oui. Bon, je vous remercie, mademoiselle. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Si j'ai encore besoin de vous, je vous ferai signe. Entrez. Salut, Laurent. Oui. Je me suis occupé de la déesse. Alors? Tiens-toi bien. Reiss en possède une. Oui, monsieur. Bon, alors tu vas m'expédier l'identité judiciaire chez lui, qu'on fasse des prélèvements de terre sur ses pneus et qu'on les compare avec celles du secteur du chêne brûlé. Confronter également les moulures des empreintes de pas féminins avec les chaussures de mademoiselle Hermann. D'accord, patron. Ah, monsieur Forestin, entrez donc. Monsieur le commissaire. Tenez, asseyez-vous là. Je vous remercie. Monsieur Forestin, je vous ai demandé de venir à mon cabinet pour mettre au point la déposition que vous avez faite à l'officier de police judiciaire Marty.
Et pour voir si vous êtes d'accord avec tous les termes. Oh, c'est la routine administrative, rien de plus. Tenez, voulez-vous jeter un coup d'œil sur le rapport, là, et le signer s'il correspond bien à vos déclarations? Voyons un peu. Tout ça est parfaitement juste. Eh bien, il n'y a rien à changer. C'est tout à fait ce que j'ai dit, monsieur le commissaire. Bien, tenez, voulez-vous signer ici, là? Voici. Je vous remercie. Bien. Et maintenant, monsieur Forestin, avez-vous quelques notions de droit? Oui? Mais pourquoi? Savez-vous ce que coûte une fausse déclaration à magistrat dans l'exercice de ses fonctions? Oui, mais pourquoi? Primo, vous avez menti. Moi? Quand vous avez prétendu que Revez ne recevait aucun coup de téléphone féminin à son bureau. Mais monsieur le commissaire... Secondo, vous avez également menti quand vous avez prétendu ne pas connaître le prénom de Paulette. Mais comment cela, j'ai menti? Non, allez, Forestin, hein? N'aggravez pas votre cas. Cette fameuse Paulette, nous l'avons retrouvée. Mais... Bon. Alors, pourriez-vous maintenant m'expliquer les raisons de vos mensonges? Allez, je vous écoute. C'est la peur, monsieur le commissaire, qui m'a fait agir ainsi. Oui, je sais que j'ai agi stupidement, mais j'ai eu peur. Peur? De quoi? Des conclusions que vous auriez pu tirer de mes relations avec Paulette, dans le cadre de votre enquête sur le meurtre de Revez. Ah, parce que vous entreteniez des relations avec cette demoiselle? Plus maintenant. Mais avant, oui. Avant quoi? Avant qu'elle fréquente Revez. Alors donc, avant qu'elle devienne sa fiancée, vous auriez été son amant, c'est bien ça? Oui, monsieur le commissaire. Je ne vois pas ce que la peur vient faire ici. Mais j'ai été paniqué lorsque j'ai appris la mort de Revez. Ayant été l'amant de Paulette, j'ai eu peur qu'on finisse par le savoir et qu'on m'accuse de l'avoir tué par dépit. Le dépit amoureux assassin, en quelque sorte. Ou bien vous êtes intoxiqué par les romans policiers, ou vous êtes d'une naïveté déconcertante, ou vous mentez encore. Mais monsieur le commissaire... Et de toute façon, nous le saurons très vite maintenant. Enfin, en attendant, Forestin, vous vous êtes mis dans une fâcheuse situation. Toutes vos déclarations seront maintenant entachées de suspicion. Car enfin, qu'est-ce qui me prouve? Que ce rôle de dépit amoureux assassin, vous n'avez pas effectivement joué. Vous l'avez bien imaginé, non? Je vous jure, monsieur le commissaire, que je suis absolument étranger à ce meurtre. C'est un peu tard pour jurer. En attendant, ainsi que m'y autorise la loi, je suis dans l'obligation de vous mettre en garde à vue. Mais... en attendant de procéder à d'autres auditions. Mais qu'est-ce que je vais raconter à ma femme, moi? À mes beaux-parents, à mon chef de service? Il fallait y penser avant, Forestin. Dans ma situation, monsieur le commissaire... Forestin, j'applique la loi, et rien que la loi. Vous devez comprendre qu'après vos mensonges, il m'est difficile d'agir autrement. Eh bien, mademoiselle Hermann, que pensez-vous de l'évolution de la situation? Vous préférez ne pas répondre. Dites-moi simplement pourquoi vous avez prétendu ne pas connaître Forestin. Parce que ma vie privée ne regarde personne. Je partage entièrement ce point de vue. Malheureusement, il y a un mort, et je dois découvrir l'assassin. Si vous persistez dans cette attitude, je crains fort que Forestin ne se trouve placé dans une situation difficile. Je comprends. Oh, je ne sais pas si vous comprenez très bien. Forestin a menti, et il se justifie par des arguments qui sont peut-être vrais, mais qui sont aussi peut-être faux. Quant à vous, non seulement vous avez menti en disant que vous ne le connaissiez pas, ce qui est déjà grave, mais vous avez également menti sur un autre point. Ah? Sur lequel? Contrairement à vos déclarations, vous êtes revenu ici, non pas la veille de la parution de l'article, mais 2 jours auparavant, et peut-être même 3, c'est-à-dire le lendemain ou le jour même du crime. C'est exact. J'étais là le lendemain de la mort de Jacques. Méfiez-vous, mademoiselle Hermann. Je finirai bien par savoir si vous étiez là ou non le jour du crime. Ce qui signifie que vous me suspectez aussi? Je n'en suis pas là. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez attendu la parution de l'article pour vous manifester puisque vous aviez connaissance de l'assassinat de M. Revez. À vrai dire, je ne sais pas. Ainsi, vous ne saviez pas pourquoi vous aviez peur. Non, c'était irraisonné. Un peu facile comme réponse.
Vous m'avez dit également qu'une semaine avant votre départ pour Biarritz, Jacques Revez vous avait paru lointain, bien qu'il ne soit pas revenu sur son projet de mariage. Peut-être pourriez-vous maintenant m'expliquer les raisons de son attitude. Je ne les connais toujours pas. Vous avait-il signifié son intention de rompre après avoir appris votre liaison avec son collègue de bureau, votre ex-amant? Il ignorait toute cette liaison. C'est vous qui le prétendez. En poussant le raisonnement plus loin, on peut même se demander si la perspective de cette rupture n'a pas déterminé un acte irraisonné. Alors d'après vous, j'aurais tué Jacques parce qu'il menaçait de me quitter? C'est une hypothèse plausible. Vous réalisez la situation dans laquelle vous risquez de vous trouver si on découvre que vous étiez là, le jour du crime? Qu'en pensez-vous, mademoiselle Hermann? Rien. Et vous n'avez rien d'autre à me signaler. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Rice, votre position est plutôt délicate dans cette affaire. Le service de l'identité judiciaire est formel. La boue qui a été trouvée sur vos pneus et sous les ailes de votre voiture est identique à la terre du chemin qui conduit à la clairière du chêne brûlé. Mais rien d'étonnant, monsieur l'inspecteur, puisque c'est la route que j'emprunte quand je reviens de l'hôpital. Elle m'évite de traverser la ville et d'être pris dans les encombrements. C'est une explication plausible. Mais ce qu'il est moins, c'est d'avoir prétendu que vous n'étiez pas au courant de la mort de Revez sous prétexte que vous ne lisiez pas les journaux. Or, nous possédons maintenant un témoignage formel qui prouve que vous aviez connaissance du meurtre. De plus, vous n'avez aucun alibi prouvant que le soir du crime, vous étiez réellement chez vous comme vous l'avez déclaré. Si j'en avais eu un, vous auriez déduit de la même façon que je m'étais arrangé pour être mis hors de cause. Monsieur Rice, je vous préviens, vous jouez là un jeu dangereux. Et je vous signale qu'à partir de maintenant, tout ce que vous me direz pourrait être retenu contre vous. Non, vous savez, inspecteur, au point où j'en suis, avec ma femme qui est toujours dans le coma, tout m'est bien légal. Vous pouvez dire et penser ce que vous voulez, je m'en moque totalement. Allons, monsieur Rice, soyez raisonnable. Je conçois que le malheureux accident dont a été victime votre femme puisse vous conduire à adopter une attitude agressive. Mais enfin, un homme a été tué. Je sais. De fortes présomptions pèsent maintenant sur vous avec cette boue et ce faux témoignage. Et de plus, vous aviez un mobile sérieux pour vous venger. Alors, ne me compliquez pas la tâche outre mesure. Que voulez-vous savoir, au juste? Pourquoi avez-vous menti en affirmant que vous ignoriez l'assassinat de Jacques Revez alors que vous le connaissiez? Pour 2 raisons. Enfin, voici plus raisonnable. La première raison est fort simple. Quand j'ai appris le meurtre, je pensais qu'un jour ou l'autre, vous établiriez un rapport entre l'accident de ma femme et cette affaire. Surtout si le véritable assassin n'était pas découvert. Des crimes qui ne trouvent pas de solution, malheureusement, ça existe. Et la deuxième raison? La deuxième raison, j'étais révolté par l'attitude de la police devant cet accident qui, sans donner raison à Jacques Revez, lui trouvait toujours des tas de circonstances atténuantes. C'est tout. Je reconnais que mon attitude peut vous paraître un peu puérile, mais quand il ne vous reste que cela pour vous venger... Et vous n'avez pas pensé une minute que tout cela aurait pu être découvert et se retourner contre vous? Oh, je sais que ma femme doit mourir un jour ou l'autre, monsieur l'inspecteur. Et pas d'enfants, pas de famille, pas d'amis. Dans ces conditions, que voulez-vous que je fasse sur Terre? Je vous remercie. Rien d'autre à signaler, non? Non. Non. Bien. Je vous demanderai de passer demain à la PJ pour signer votre déposition. Bon, je viendrai vous voir en revenant de l'hôpital. Allô, Simon Poli, j'écoute. Ah, c'est vous, Laurent, bonjour. Oui, ça va. Et vous? Tout doucement? Ah. Ah, et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette analyse?
Ah, mais c'est bon, ça. Bon, vous m'envoyez tout de suite le rapport. Hein. Merci, à bientôt. Marty, Simon Poli, vous voulez venir avec Forestin? Entrez. Ah, monsieur Forestin. Monsieur le commissaire. J'aurais 2 ou 3 petites choses à vous demander. Tenez, asseyez-vous. J'imagine que vous savez maintenant où est votre intérêt. Oui, monsieur le commissaire. Lorsque votre collègue Rovez recevait des coups de téléphone au bureau, pouviez-vous entendre ces communications? En y prêtant l'oreille, oui. Car l'appareil résonne un peu. Par conséquent, si mademoiselle Hermann lui avait téléphoné ces derniers jours, vous auriez pu reconnaître sa voix. Oui, bien sûr. D'ailleurs... D'ailleurs quoi? Le matin du jour où Jacques Rovez a été assassiné, elle lui a téléphoné. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur le commissaire. Ah. Et à votre avis, cette communication venait de l'extérieur ou de la ville? C'est difficile à dire avec l'automatique. Il y a des jours où vous entendez Bordeaux comme si c'était à côté, et les correspondants de la ville comme s'ils se trouvaient à 100 km de distance. Ça, c'est bien vrai. Ça. Bon, alors, est-ce que la tonalité était bonne? Oui. Autant que je m'en souvienne, elle paraissait normale. Qu'est-ce que vous entendez par normal? Ça vous paraissait proche ou lointain? Plutôt proche. En tout cas, c'était net. Vous n'avez pas entendu ce qu'il se disait? Ah non, parce que j'ai dû quitter le bureau à ce moment-là, pour aller porter un dossier à mon chef de service. Et quand vous êtes revenu, comment était Rovez? Il avait l'air tendu et mélancolique en même temps. À propos de ces fameux coups de téléphone anonymes que vous prétendiez jusqu'ici ignorer, est-ce que par hasard la mémoire vous serait revenue? Oui. Oui, j'ai entendu plusieurs fois le mot fiancé. Autrement dit, il était question de Paulette Hermann. Apparemment, oui. Il est regrettable que vous ne m'ayez pas fait part plus tôt de vos conclusions. À cause de vous, nous avons perdu des heures précieuses. Je regrette beaucoup, monsieur le commissaire, mais vous connaissez les raisons de mon silence. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de me taire. Je n'ai pas envie de gâcher ma carrière et ma vie pour une affaire à laquelle je ne suis qu'indirectement mêlé. À l'époque où je fréquentais Paulette, j'avais moi aussi reçu des coups de téléphone anonymes à son sujet. Tiens, c'est nouveau ça. Et que vous disait cet étrange correspondant? Il me dépeignait Paulette. Je veux dire mademoiselle Hermann. Comme une fille facile, une sorte de nymphomane. Pas très regardante quant au choix de ses amants. Pour tout dire, comme une... Une quoi? Le qualificatif n'est pas très élégant. Comme une grue. Alors vous vous êtes laissé influencer et vous avez rompu, c'est bien ça? Oui, monsieur le commissaire. Je reconnais que ce n'est pas très élégant, mais... J'étais aveuglé par la jalousie. Ce qu'on me disait était si précis, si convaincant. Quoi, par exemple? Seul un intime pouvait connaître ces détails. Par exemple, un grain de beauté tout en haut de la cuisse gauche, ce qui est exact. Et un autre sous le sein droit, ce qui est également exact. Monsieur Forestin, si je vous disais que mademoiselle Hermann se trouvait ici le jour du crime, quelle conclusion en tireriez-vous? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a beaucoup de vitalité et qu'elle est très sensuelle. Mais d'ici à commettre un crime, je ne sais pas. C'est bien, je vous remercie. Eh bien, mademoiselle Hermann, que pensez-vous de la déposition de monsieur Forestin? Je pense que c'est un triste individu. Pourquoi? Parce que le coup des communications téléphoniques anonymes, qu'il a dû découvrir dans un roman policier, il me l'a déjà fait quand il a rompu avec moi. Expliquez-vous, je ne comprends pas très bien.
À l'époque où j'étais sa maîtresse, il avait fait connaissance d'une de ces jeunes filles qu'on qualifie généralement de bonne famille, sous prétexte qu'elles sont fortunées. Moi, ma fortune, c'était mes certificats de licence. Alors, entre les deux, il n'a pas hésité longtemps. Et comme il lui fallait un prétexte pour rompre, il m'a un jour jeté à la figure le nom de mon amant précédent, dont il aurait eu, paraît-il, la révélation par un coup de téléphone anonyme. Il ne vous a demandé aucune explication? Avec l'histoire du grain de beauté en haut de la cuisse gauche et l'envie sous le sein droit, il s'est lancé dans un véritable réquisitoire. Pourtant, il n'ignorait pas ces détails puisqu'il avait été votre amant. En réalité, il lui fallait un prétexte pour rompre et épouser sa riche héritière. Ce n'est pas très élégant, mais il ne brille pas par le courage, monsieur Forestin. Oh non! Ainsi, selon vous, il aurait inventé de toutes pièces cette histoire de coups de téléphones anonymes. Il a certainement trouvé ça dans un de ces innombrables romans policiers qu'il ingurgite à longueur de semaine, et il s'en est servi. On peut donc se demander si le correspondant anonyme de Jacques Revez, ce ne serait pas lui. À ne rien vous cacher, c'est exactement ce que je pensais en lisant sa déposition. Oui, mais à supposer que Revez ait été mis au courant de la situation par ces coups de téléphone qui mettaient en cause votre moralité, pourquoi n'a-t-il pas essayé de procéder à certaines vérifications? Mais il l'a fait, précisément. Il vous a demandé de lui montrer ce grain de beauté et cette envie? Il a été plus subtil que cela. En tout cas, il a vérifié, comme vous dites. Ouais. Comme j'imagine que Forestin, s'il s'agit de lui, n'a pas dû pousser la plaisanterie jusqu'à lui dire que votre ancien amant, c'était lui, il y a tout lieu de penser que Revez a essayé de savoir qui connaissait si bien votre anatomie. C'est bien possible. Sinon, il aurait rompu tout simplement, comme l'avait déjà fait Forestin. Et s'il avait fini par découvrir l'identité de votre ancien amant? Ça n'expliquerait pas pour autant ce curieux rendez-vous à la clairière du chêne brûlé, car il aurait pu en discuter ailleurs. On peut imaginer que Forestin, ayant réalisé que son petit jeu était en train de se retourner contre lui, ait décidé de brusquer les choses en lui donnant ce rendez-vous. Il s'agirait alors d'un crime avec préméditation? Pourquoi pas, puisque vous soutenez la thèse de la jalousie. Mais j'ai peut-être une autre explication. Laquelle? Avant de la développer, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous-même faisiez le soir du crime dans cette clairière, alors que, selon votre déposition, vous n'avez regagné votre domicile que le lendemain de l'assassinat. Figurez-vous, mademoiselle Hermann, que la boue trouvée sous vos pneus et au bas de vos portières est exactement la même que celle de la clairière. Et fait plus grave, nous avons découvert sur les lieux des empreintes de chaussures de femmes qui correspondent exactement aux vôtres. Alors, mademoiselle Hermann, vous n'êtes plus aussi loquace. Alors, mademoiselle Paulette Hermann, êtes-vous décidée à me dire la vérité? Même si je vous la disais, vous ne me croiriez pas. J'aurais des excuses. Vous m'avez tellement mené en bateau jusqu'ici. Alors, cette nouvelle vérité, car bien entendu, vous n'êtes pour rien dans la mort de Revez. Je n'ai pas tué Jacques, je ne l'ai pas tué! En ce cas, que faisiez-vous sur les lieux du crime? Et d'abord, pourquoi avez-vous interrompu vos vacances? Parce que j'avais reçu une lettre de Jacques dans laquelle il m'annonçait qu'il allait avoir la preuve de mon inconduite. J'ai eu peur de le perdre. J'ai eu peur de voir m'échapper un bonheur dont j'avais tant besoin. Je sais, ça fait midinette, mais c'est pourtant la vérité. Jusqu'ici, je n'avais eu que des aventures sans lendemain, certaines pas très reluisantes. Avec Jacques, tout était différent. J'avais l'impression de revivre. Venons-en au fait. Donc, vous êtes revenu ici. Vous avez eu une explication avec lui. Une explication, c'est beaucoup dire. Il s'est borné à me déclarer qu'il avait un rendez-vous dans la soirée,
en précisant qu'il s'agissait d'un endroit inattendu. La carrière du chêne brûlé. À ce moment-là, je l'ignorais. Il n'avait pas voulu me le dire. Il devait me téléphoner le lendemain pour me tenir au courant de la situation, ajoutant qu'il aurait alors une explication franche et complète avec moi. Alors vous êtes entré en relation avec Forestin. Pourquoi l'aurais-je fait? Et puisque c'était lui, votre ancien amant, vous avez pensé que les révélations faites à Revez ne pouvaient provenir que de lui. Non, ce n'est pas à lui que j'ai pensé. Mais alors, à qui avez-vous pensé? Bon, puisque vous ne voulez pas me donner de nom, dites-moi ce que vous avez fait après votre rencontre avec Revez. Je l'ai guetté le soir, et quand il a quitté sa maison en cyclomoteur, je l'ai suivi en voiture, tous phares éteints. Comme il faisait assez sombre, il ne s'est rendu compte de rien. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la clairière. Quand il est descendu de son cyclomoteur, j'ai arrêté ma voiture et je suis descendue près du chêne. J'ai aperçu une masse sombre vers laquelle Jacques s'est dirigé. Il s'agissait d'une autre voiture. Mais je ne l'ai su que plus tard, quand elle a quitté précipitamment les lieux. Une déesse? Je ne sais pas. C'était une voiture assez longue. Et après? À un certain moment, une lumière s'est allumée. Une lampe électrique, sans doute, qui éclairait quelque chose de blanc. Vraisemblablement, une lettre. Jacques s'était alors penché sur ce papier, et brusquement tout s'est éteint. J'ai entendu un cri et j'ai moi-même crié. Je me suis aussitôt précipitée vers ma voiture. Mais au même moment, les phares de l'autre voiture m'ont aveuglée. Et le temps que je réalise ce qui arrivait, la voiture a disparu dans la nuit. Je me suis aussitôt dirigée vers le chêne, et dans le rayon de mes phares, j'ai aperçu un corps à terre, près du chêne. Je suis descendue. Jacques était allongé sur le dos, un poignard dans la poitrine. Il était mort. Vous avez été prise alors d'une peur panique et vous avez pris la fuite, abandonnant le cadavre. Oui. Je ne savais plus ce que je faisais. Je me demande même comment j'ai pu réussir à rentrer chez moi. J'étais comme folle. Et, bien entendu, vous êtes incapable de me donner le moindre signalement de l'assassin. Je vous ai dit qu'il faisait nuit noire, et tout s'est passé si vite. Il est bien dommage que vous ayez attendu si longtemps pour me raconter tout cela. J'avais peur que l'on me soupçonne du crime, puisque j'étais présente au moment où Jacques a été tué. Et vous pensez que je vais accepter toute cette histoire? Je sais bien que tout cela paraît invraisemblable, mais... Savez-vous que Forestin possède une déesse? Non. Pensez-vous qu'il pourrait être le meurtrier de Revez? Sincèrement, je ne le crois pas. Alors, dans ces conditions, ce ne peut être qu'un de vos anciens amants, puisque le correspondant anonyme a fait état de certaines particularités que seul un intime pouvait connaître. Ben, si, du moins, ce que vous m'avez raconté l'un et l'autre correspond enfin à la vérité, ce qui n'est pas prouvé. Alors, qui, d'après vous, pouvait être assez jaloux pour vous empêcher de vous marier d'abord avec Forestin et ensuite avec Revez? Qui? Contrairement à ce que vous vous imaginez, je ne suis pas une Lucrèce Borgia. Avant Forestin, je n'ai eu qu'un seul amant. Ah. Eh bien, voilà qui facilite les recherches. Mais jamais je n'aurais pensé qu'il aurait pu aller jusqu'au crime. Il m'avait aidé dans mes études. Et pour me permettre de me payer mes cours, il m'avait obtenu un poste de remplaçante dans un collège. Et c'est ainsi, un peu à cause de ma solitude, un peu par reconnaissance, que je suis devenue sa maîtresse. Mais il avait 20 ans de plus que moi. Son nom? Raïs. Raïs? Raymond Raïs? Oui. Ah, c'était donc lui. L'aventure pas très reluisante.
Mais enfin, monsieur Rice, pourquoi lui avoir donné rendez-vous dans un endroit pareil? La clairière est isolée, monsieur le commissaire. Là, il ne risquait pas de me reconnaître. D'autant que j'avais pris la précaution de mettre un masque. Je ne pouvais tout de même pas le rencontrer en pleine ville, étant donné ma situation. Ce que je voulais, après l'avoir mis en condition avec mes coups de téléphone répétés, c'était le détacher de Paulette en lui faisant lire ses lettres. Le coup avait déjà réussi avec Forestin. Et vous n'avez pas pensé un seul moment qu'il pouvait être armé? J'ai fait du karaté, monsieur le commissaire. Alors un poignard n'est pas une arme bien dangereuse pour moi. Mais alors, que s'est-il passé exactement? Un accident. Un accident stupide. Quand il a levé son arme sur moi, je lui ai saisi le poignet que j'ai tordu. Mais au même moment, j'ai buté contre une racine et je suis tombé sur lui. Comme le poignard était retourné, il s'est enfoncé dans sa poitrine sous mon poids. Sincèrement, je vous le jure, je ne voulais pas sa mort, monsieur le commissaire, mais simplement le séparer de Paulette. Je ne pouvais pas supporter qu'elle appartienne à un autre. Les femmes jouent un grand rôle dans votre vie, monsieur Rice. Oui. Dommage que vous ne m'ayez pas dit dès le début de laquelle vous parliez. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, France Inter vient de vous présenter Rien d'autre à signaler, une histoire écrite par Jean Volmier. Voici quelle en était la distribution. René Forestin, Michel Paulin. Le commissaire, Raoul Guillet. Laurent, Jacques Provin. Raymond Reyss, Lucien Frégis. Madame Révez, Berthe Chernel. Le journaliste, Jean-Louis Calvet. La voix du haut-parleur, Josiane Darche. Avec Jean Péméja, Marty, et Catherine Salvia de la Comédie Française, Paulette. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godbert.